moi, je pense que si on veut travailler des convergences d'intérêts qui vont nécessiter des convergences d'action, parce qu'on sait que pour obtenir un certain nombre de choses, il va falloir passer à l'action, c'est comment on développe les moyens de transport, comment on les améliore. Bon, quand les usagers ils sont bloqués dans un train, quand le train n'est pas là, tout ce qu'il vient de dire, la question c'est comment on peut améliorer. Moi je pense qu'il faut se positionner en situation de développement et d'amélioration, et donc en termes de propositions. J'ai entendu que la fédération avait des propositions, et peut-être qu'au niveau profession, territoire, on réfléchisse comment on peut avoir des propositions de développement. Voilà, je pense qu'il faut... c'est autour de ces idées-là, moi je vois qu'on peut travailler la question des convergences. Vas-y alors. Oui, je pense que dans cette histoire, il ne faut pas oublier le contexte européen. Aujourd'hui, comment s'est construite l'Europe? Quel est le résultat de l'Europe d'aujourd'hui? C'est que de plus en plus, nous avons affaire à des commissions, à des technocrates qui décident et qui donnent des injonctions aux différents gouvernements, différents pays. Et je crois qu'il va falloir à un moment donné que le politique reprenne le dessus sur les bureaucrates et les techniciens donc européens. Parce que c'est pas l'Europe des puffs, c'est pas l'Europe pour répondre aux besoins des populations qui les intéressent. C'est des questions financières. On parle de crise, on parle de déficit. Ils disent que les peuples ont vécu au-dessus de leurs moyens, qu'on est très endettés, et que donc il faut avoir une politique de rigueur. Et évidemment, pour eux, cette politique de rigueur, c'est de dépenser l'argent en moindre coût et donc de mettre en concurrence. Et mettre en concurrence, c'est aussi ouvrir au privé. Et c'est ce qui se passe dans tous les domaines, et donc particulièrement pour la SNCF. On le voit même, nous, à notre niveau, dans nos collectivités territoriales, où on nous demande aussi, dans le cadre d'appel d'offres, de mettre en concurrence, ce qui est tout à fait juste, mais il y a un côté pernicieux, c'est que dans ce système, on voit arriver les grands groupes qui peuvent, y compris casser les prix, avec toutes les conséquences qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de la gestion de grands groupes, en termes de gestion de personnel, etc. Et il est quelquefois difficile, alors qu'on a travaillé avec des PME ou des petites entreprises pendant de longues années, de pouvoir résister à ces grands groupes qui arrivent et qui risquent de ne pas apporter le même service public. Donc, voilà, je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Cette Europe telle qu'elle s'est construite, elle se construit progressivement sur la casse des services publics, sur des questions de finances et d'ouverture de tous les marchés aux grands groupes. Et c'est ce qui se produit, ça se produit SNCF, ça se produit aussi dans les autres sources d'énergie, etc. Je ne pourrais pas rester très longtemps parce que j'ai une autre réunion qui m'attend sur un autre mode de transport, c'est l'autoroute A104, puisqu'il y a la réunion de l'Assemblée générale du COPA. Peut-être quelques mots sur HR. Bon, tout le monde connaît les problèmes que nous connaissons avec la ligne A du RER, qui est la ligne la plus fréquentée au monde. Les choses ne s'améliorent pas. C'est du quotidien. Je l'ai encore dit cet après-midi. Bon, ça s'arrête, je ne sais pas pourquoi. Et on met beaucoup plus de temps que les horaires affichés. Il y a eu tu en as parlé tout à l'heure, la mise en sommeil, pratiquement, la chaire Cormier, avec 250 licenciements. Une décision d'ailleurs tout à fait incohérente, puisque si on doit avoir une future plateforme multimodale sur la chaire, multimodale, ça veut dire la route, le fleuve, mais aussi le fer. On peut penser que cette gare la chaire Cormier aura effectivement tout un rôle à jouer, mais aujourd'hui, on est dans une incertitude complète. Quid de l'avenir du Grand Paris? Quelle sera la continuité de l'État?
l'État sur tous ces projets, sur le projet EOL, sur la ligne aussi, la liaison, la ligne à grande vitesse Paris-Normandie, qui devrait d'ailleurs pouvoir permettre de libérer quelques lignes SNCF pour justement augmenter le fret. C'est vrai qu'on a un transport de fret, vous allez en parler tout à l'heure, par voie ferrée qui est complètement ridicule, aussi ridicule que celui du transport fluvial, on parle du Grenelle de l'environnement. Donc là, effectivement, il y a des pistes pour développer des grands services publics donc de transport. Et nous sommes aujourd'hui en attente des conclusions du futur, de la révision du futur schéma national des infrastructures donc, de transport, qui devrait permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité là-dessus. Une bonne nouvelle peut-être, enfin, la grande ceinture, un dossier qui traîne depuis 40 ans. On commence à y voir, à avoir la perspective d'avoir, en tout cas, la partie nord, donc Saint-Germain, Achères, qui devrait donc pouvoir se réaliser. Mais là aussi, tu le disais tout à l'heure, grâce à la région, grâce au département, qui dans le cadre d'un plan, ont mis la main dans la poche. Bon voilà, je crois que pour aujourd'hui, la préoccupation des gens, c'est évidemment le travail, le logement, mais ça devient aussi de plus en plus les conditions, les moyens de transport, les conditions de transport pour se rendre à leur travail. Effectivement, ça nécessite le meilleur service qui peut leur être offert et forcément un service public, puisqu'on sait que ce qui est privé, quand on parle privé, on parle rentabilité, on parle dividende aux actionnaires. Évidemment, concernant la SNCF, il est à craindre que les problèmes de sécurité soient ramenés au second rang. Ça a été le cas en Angleterre, ça a été dit tout à l'heure, à tel point qu'ils sont obligés de revenir en arrière. Voilà, merci. Merci Alain. Donc merci de rappeler à quel point les fonctionnements pour le moins déficient du service public ferroviaire, notamment sur la ligne A, impactent la vie des Achérois. Je regardais il y a quelque temps une étude qui montrait que si on prend en compte le temps d'absence du domicile, c'est-à-dire le temps de trajet plus le temps de travail, on est revenu aux conditions qui étaient en vigueur au XIXe siècle. Je pense que ça doit faire réfléchir. Parce qu'auparavant, les gens, certes, ils bossaient longtemps, mais ils habitaient à côté. Aujourd'hui, ils bossent un peu moins longtemps, très dur, plus dur qu'avant. Mais ils habitent très loin. Voilà. Donc, je pense que ça, et donc, c'est la transition que j'ai trouvée pour passer la parole à Pascal Loquin, qui va me dire quelques mots d'introduction sur la partie transport de voyageurs, ce qui permettra de revenir sur quelques interrogations qui ont été soulevées déjà tout à l'heure. Merci. Bonsoir à tous. Donc Pascal Loquin, je suis en activité cheminot du domaine matériel, c'est-à-dire que je fais de l'entretien des locomotives. Voilà, donc ça peut parler un peu plus. Très souvent, d'ailleurs, juste avant que je commence, très souvent on distribue des tracts à l'entrée de la gare d'Achères et on voit les gens se bousculer entre le bus, hein, il y a quelques mètres entre le bus et la gare pour attraper le premier train. Et quelquefois on voit la déception des gens qui, plantés devant le panneau d'affichage, doivent supprimer ou en retard. Là, ça nous pose problème et nous on distribue les tracts et c'est les cheminots qui distribuent. Mais on a peur parce qu'on est responsable et on dénonce les choses. On apporte beaucoup d'éclairage sur la situation de l'entreprise notamment. C'était juste l'aparté, parce que peut-être qu'on se voit vraiment le matin de bonne heure. Cette courte introduction sera plus axée sur le quotidien que vivent les cheminots dans leur travail et les répercussions sur les usagers du rail dans notre périmètre. Les multiples désorganisations impulsées par le syndicat des transports Île-de-France et la direction SNCF n'ont pas, à ce jour, amélioré, mais au contraire, dégradé les conditions de travail et de transport de tous. La mise en place du cadencement du RER A en 2008 est un exemple flagrant d'échec pour l'amélioration du service public ferroviaire que la SNCF doit réaliser et que porte la CGT cheminot. Ces décisions libérales
ont eu pour seul but de supprimer les dessertes de train pour les gares de Nanterre Université, à Paris-Saint-Lazare, dans les heures creuses, et vous forcez, vous, usagers du rail, à de multiples correspondances supplémentaires pour faire le même trajet. Le manque d'information, de régularité, est dû principalement aux infrastructures non adaptées aux réels besoins de tous. Ne nous trompons pas de cible. Cela entraîne également un mal-être au travail pour les cheminots et une confrontation continue avec les usagers de rail. Les cheminots subissent les restructurations mises en place par l'entreprise, tant en entretien du matériel roulant que des infrastructures, les voies, les gares. Les conducteurs de train, les agents des postes d'aiguillage, ceux de la surveillance générale, les guichetiers, ainsi que les agents de train, ne sont pas épargnés par cette politique qui n'est pas en adéquation avec le service public que l'entreprise doit. Cette politique a également été mise en place pour réduire la présence humaine dans les gares. La fermeture des guichets grandes lignes de Cergy-le-Haut, de Cergy-Saint-Christophe, Sartrouville, Nanterre Université, la gare Colombe à Cherville et Conflans-Falloise prouve la volonté de la SNCF de déshumaniser les gares et donc réduire le service public ferroviaire pour une question de rentabilité. Nous faisons tous le même constat. Qui ne s'est pas retrouvé un jour devant un guichet vide et confronté à dialoguer avec une borne jaune ouverte, avec les complications que cela peut entraîner? Qui ne s'est trouvé obligé de se déplacer dans une autre gare pour réserver des billets grande ligne, alors que ce service était disponible dans sa propre gare? Cela ne vous rappelle-t-il pas ce qui s'est passé chez France Télécom, la RATP, la Poste, les grandes surfaces? Cette stratégie met en péril l'emploi dans notre pays, les services publics, pour la seule culture de profit. Pour la CGT, le travail ne doit pas répondre à la seule rentabilité. La CGT outre ce constat, revendique les réouvertures de gares, du premier train au dernier train, du matériel roulant, alliant confort, sécurité et régularité, à la hauteur des besoins réels de tous les usagers. Des cheminots en nombre pour assurer la sûreté de tous. Les futurs projets, lignes nouvelles Paris-Normandie, le RER E prolongé jusqu'à Mantes-la-Jolie, le Grand Paris, doivent permettre un débat collectif entre usagers, les associations, les politiques, les organisations syndicales, afin de répondre aux réels besoins de tous. Le transport ferroviaire de voyageurs doit rester un service public au service de tous et pour tous. Nous pourrions consacrer ce moment de débat, si vous en êtes d'accord, à rechercher ensemble les meilleurs moyens de se faire entendre afin que le ferroviaire de demain réponde vraiment aux besoins des Franciliens. Voilà, donc, le débat est ouvert. Merci Pascal. Donc vous avez pu voir que Pascal confirme ce que beaucoup d'entre vous ont dit dans le débat tout à l'heure. Vous avez pu sentir aussi au ton qu'il emploie et au mot qu'il utilise combien les cheminots souffrent des inévitables conséquences, parce que le mécontentement qui se traduit parfois en colère des usagers, eh bien, pour les moins lucides d'entre eux, se retourne contre le cheminot de base, celui qui a le malheur de passer par là à ce moment-là et qui va prendre pour la direction. Voilà, donc c'est souvent très difficile à vivre pour eux. Donc Pascal l'exprime avec ses mots. Je pense qu'on peut peut-être prendre un petit moment pour discuter de ces questions-là, mais surtout voir comment on fait ensemble. Lorsque la SNCF ferme des gares en ce qui concerne la présence humaine, les trains continuent de s'y arrêter, mais lorsqu'elle décide qu'il n'y aura plus d'agents, au moins sur certaines périodes horaires, ça répond à une logique. Une
logique qui, malheureusement, est en vigueur dans toute notre société. On considère que le travail humain, c'est un coût. Et donc, puisque c'est un coût, il faut réduire ce coût. Nous avons la faiblesse de penser que, contrairement à cette idée reçue, le travail humain n'est pas un coût, c'est une richesse. Et nous nous battons pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de travail humain. Et parce que, par contre-coup, en quelque sorte, il y aura plus de création de richesse. Voilà, on voit bien que là, il y a deux logiques qui s'affrontent. Peut-être que les cheminots tout seuls ne vont pas arriver à changer cette logique. Et surtout qu'elle est en œuvre pas seulement dans le mode du ferroviaire, mais à tous les étages de la société. Donc c'est bien d'un changement de paradigme dont il est question. Et ça ne sera possible, ce changement d'horizon, que si on s'y met tous. Donc voilà, c'est peut-être quelques réactions par rapport à ça, Pascal. Ouais. Non, pas une réaction, simplement parce que ça confirme ce que disait monsieur le maire et le camarade de Lulé. Oui, il y a des convergences d'intérêts entre les usagers en ce qui concerne le voyageur, donc travail, logement, transport. Et donc, évidemment, une convergence d'action. Le fait qu'on ferme des guichets, voire des fois pire, qu'on laisse le guichet ouvert mais en le spécialisant. C'est-à-dire qu'en région parisienne, vous avez certains guichets qui peuvent vous délivrer un billet transilien, et par contre, il faut aller à la gare d'après pour aller chercher le billet grande ligne. Alors que l'exemple que je donnais tout à l'heure pour les agents de conduite, il est valable pour les guichetiers. Les gens savent vous faire un billet de HR à Lille ou à Marseille, savent faire. Sauf qu'on ne leur donne plus les moyens. Donc ça, ce sont des convergences d'intérêts. Et je pense que les actions qui doivent être menées en commun. Il en va de même avec la sûreté des agents SNCF, mais aussi sûreté des usagers. On a un service à la SNCF qui s'appelle la surveillance générale, la SUGE. Là aussi, il leur faut des moyens. Ce n'est pas des cow-boys, ce n'est pas des flics. Par contre, ils ont une action spécifique par rapport, et ils connaissent bien le monde ferroviaire, et ils ont une action spécifique par rapport aux usagers, par rapport aux cheminots, et donc il faut développer. Au niveau des moyens, toujours, alors là aussi, c'est pas pour un retour en arrière, mais on a connu, et les usagers aussi ont connu la SNCF avec des gens qu'on appelait d'astreinte, des gens qu'on appelait des réserves, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous aviez un agent de conduite, un agent de train, un gars de l'équipement, un gars du matériel malade ou autre problème que ce soit, on était capable de donner un coup de fil, de dire il faut que tu sois à tel endroit, à tel moment, pour pouvoir sauver le train, pour pouvoir réparer au dernier moment, etc. On n'a plus tout ça. On n'a plus tout ça. Alors, évidemment, c'est la logique de rentabilité également à la SNCF. Et c'est pour ça qu'on dit que là, on a une croisée des chemins. Parce qu'en 2013, avec un nouveau gouvernement, où on veut parler d'un nouveau système ferroviaire, et nous, on est d'accord pour ouvrir la négociation et les discussions, mais je pense qu'au-delà des organisations syndicales, au-delà de la direction SNCF, et au-delà du patronat du ferroviaire, les usagers, les élus doivent avoir droit de citer. Droit de citer, parce que c'est un système ferroviaire qui va être engagé pour des décennies. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est certainement pas 1937, mais c'est au moins 82 avec la LOTI. 2013, c'est ça. 2013, c'est ça. Donc, nous, la Fédération CGT, ne vous inquiétez pas, on va s'engager dans les discussions, mais on est de tout cœur pour que les élus, et surtout les élus qui sont, entre guillemets, pro-service public et qui veulent plus de services publics chez eux, et les usagers puissent avoir droit de citer dans les discussions qui vont s'ouvrir. Moi, je pense que c'est très important. Et je vous dis, les
convergences d'intérêts et des convergences d'actions, même si de temps en temps, effectivement, on se retrouve plus à sauvegarder, comme on dit chez moi, en chien de faïence, parce que les cheminots sont en grève, parce qu'il n'y a pas le train à l'heure, parce que il faut revenir à la base et savoir pourquoi tout ça. Et je vous dis, il y a des explications, mais il y a surtout des solutions. Parce qu'on ne peut pas faire que de larmoyer dans son coin, hein, que ce soit nous les cheminots en disant c'est pénible, on ne travaille pas dans de bonnes conditions, que ce soit les usagers en disant nous on n'a pas de train à l'heure, maintenant il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on dise voilà, c'est ça qu'on veut et de telle façon on peut l'obtenir. Et il faut qu'on fasse un maximum ensemble. Merci Pascal. Olivier? Oui, Olivier Jean, CGT cheminot. Bon, juste une précision, parce que je sais qu'ici il y a des élus qui sont faits des choses et d'autres, quand on discute, ils n'y sont pas. Et on ne va pas se cacher les choses. Le réseau Île-de-France, et notamment sur la région de Saint-Lazare, il est saturé. Les infrastructures ne sont pas suffisantes par rapport aux circulations qu'il y a. Donc, le premier qui vous dit que demain ça s'améliore ou après-demain, c'est un menteur. Sur le RER A, comme disait monsieur le maire, on connaît comment ça circule, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oui, voilà. C'est quand même le constat qu'on fait, c'est que c'est la saturation. Et aujourd'hui, en attendant le RER qui pourra désengorger un petit peu, en attendant, ce RER est saturé. Alors, quand on voit ces infrastructures, les infrastructures sur Saint-Lazare, c'est là où il y a eu le moins de travaux en France. Sur ces 30 dernières années, c'est sur la région de Saint-Lazare. Quand on sait que les infrastructures ferroviaires, ça ne se fabrique pas comme Clio, c'est pas la même chose. Il faut un peu de temps, il faut décider déjà. Il faut avoir les financements. Mais par rapport à cette saturation du réseau, il y a quand même des leviers. Les leviers ont été évoqués tout à l'heure par Pascal et d'autres sur l'emploi et sur les moyens qu'on se donne. On ne peut pas aujourd'hui, effectivement, mettre des rails en plus sur la ligne. Okay. Mais on peut fiabiliser le matériel, on peut fiabiliser la signalisation, on peut fiabiliser la livraison des pièces. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rames qui restent dans les ateliers parce qu'on n'a pas de pièces. C'est quand même formidable. Les pièces, d'ailleurs, on fait livrer par la route. Donc, c'est des leviers que nous, on a possibilité d'actionner. Sauf que pour des problèmes de coût, de finances, de profit, puisque aujourd'hui on nous oppose service public, parce que nous on parle du service public, et il y a des élus qui en parlent, il y a des usagers qui parlent de service public, nous opposent fric. Alors, effectivement, on reviendra tout à l'heure sur le fret, c'est pas un service public. À partir du moment où c'est pas un service public, on ne met pas de moyens et on laissera crever comme ça. Mais les leviers, il y en a. Les moyens, on peut actionner avec des moyens pour fiabiliser tant soit peu le réseau, mais mettre des trains en plus, c'est pas possible. En enlever, c'est pas possible parce que je suppose qu'on va mettre les gens, mais en attendant, voilà, on est arrivé au bout du bout. Alors, à ceux qui vous disent que ça va s'améliorer demain et que je rase gratis, c'est faux. Et j'entends trop souvent ça. C'est-à-dire que, voilà, EOL va tout arranger. La LNPN, ligne nouvelle Paris-Normandie, va tout arranger. Ben non, hein, c'est pas le Père Noël et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, et je vous le dis, du nouveau matériel, il va arriver le nouveau matériel, mais c'est pas une bagnole, c'est du nouveau matériel, c'est du ferroviaire, ça ne fabrique pas comme ça. Voilà. Et c'est pour ça, c'est que j'entends trop souvent ces mensonges, c'est ça qui me fatigue. Merci Olivier. Le prochain, c'est Richard, de l'autre côté. Gilou, si tu veux. Merci. Donc, moi, je voulais vous féliciter d'avoir tenu cette initiative, parce que je pense que ça manque beaucoup. Depuis quelques dizaines d'années, on opposait les cheminots aux usagers de ce service public. Vous étiez des corporatistes, vous défendez vos... Voilà. Mais ça marquait. C'est une évidence. Il y a une bataille idéologique très forte. On a mis des lentilles d'un côté, on a des visées, des salariés. Voilà, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous le connaissez aussi maintenant. Et en même temps, il y a une certaine fatalité. Parce que, bon, Olivier Jean, il vient de dire des choses, mais
considérer qu'on peut, par notre intervention collective, massivement ou moins massivement, faire bouger les lignes. Je veux dire, là, il y a un débat à 19h un soir à côté d'une gare qui est très fréquentée, et c'est pas les usagers au quotidien de ces gares qui sont là ce soir. C'est-à-dire, malgré tout, donc il faut qu'on se pose des questions. Non mais, c'est-à-dire, majoritairement. Si, il y en a. On utilise tous plus ou moins. C'est très cher, on n'a pas parlé du coût. C'est très très cher. Si on n'est pas un détenteur, si on n'est pas un usager quotidien avec, comment ça s'appelle le nom de carte, la Lego, si on n'a pas ça, c'est très cher. Combien c'est de Mantes à Paris? Mantes à Paris 15 euros. 16 euros. Vous imaginez, le Mantes à Paris, c'est 16 euros. Donc, il y a une question de développement économique des territoires, mais aussi une question d'inégalité. Je veux dire, un jeune pour se déplacer à l'entretien, c'est 32 euros à l'heure. C'est énorme. Donc, la question de comment dire ça, on a poussé sans doute progressivement des gens vers l'extérieur de Paris de plus en plus loin. Le maire d'Achères, et c'est bien qu'aujourd'hui la pression sur la construction de logements, le nombre de demandeurs de logements dans les villes de toute la petite et la grande couronne maintenant, voilà, cette pression augmente de plus en plus. On crée des villes nouvelles, et donc finalement on est dans une situation où par non-investissement pendant très très longtemps, parce qu'on a privilégié de la route, c'était surtout la droite qui avait fait ça, un petit effort de la gauche et y compris de la région de France, mais on voit bien qu'on n'est pas au niveau. Et je trouve qu'il faut vraiment, il y a un gros travail à faire sur, il faut sortir du corporatisme. Je vous dis pas que vous êtes des corporatistes, mais l'ensemble des services publics, y compris les citoyens et les élus et les politiques, pendant trop longtemps, on a laissé, avec les entreprises nationales ou les services publics, on a trop laissé les syndicats face à leur direction. Et les usagers étaient peut-être un peu trop en dehors. Et j'entends bien, j'apprécie le fait qu'on dit aujourd'hui que les régions doivent siéger, que les élus, parce qu'ils sont des élus démocratiques des territoires, au service de l'intérêt général des populations, ils doivent pouvoir y siéger et dire leur nom dans les choix qui engagent les collectivités et la nation pendant des années à venir. Mais si c'est pendant trop longtemps, et c'est la faute aussi des politiques, on vous a laissé face à face avec vos directions. Et pas associé assez dans les services publics, que ce soit la EDF, la SNCF, les hôpitaux, je le dis pour. Mais aujourd'hui, je pense que ça sera bien que le camarade qui a introduit la discussion, c'est bien que je suis souvent la gare avec les trucs du matin. Pardon? Oui, mais c'est bien, mais on a l'impression de ne pas pouvoir beaucoup. Quand il y a une grève cheminot, on a l'impression que, moi je trouve qu'il faut qu'on trouve les moyens. Il faut aussi être beaucoup plus encore en contact avec les usagers. On voit bien qu'il y a des informations quand il y a des jours de grève, c'est une volonté, c'est une stratégie politique de la boîte de ne pas donner les informations. Des fois, ils ne peuvent pas le faire, sans doute, parce qu'il y a mais aussi une volonté de perturber, quelque part, pour rendre naturel que ça ne fonctionne pas bien. Ça veut dire qu'on arrive à rentrer quand les usagers de la ligne A, ou même je crois que Didier Mignot, le maire de Blanc-Ménil, il a porté plainte contre la SNCF pour inégalité territoriale. C'est un plainte qui a été accepté, il y aura donc un jugement. C'est le Blanc-Ménil, mais sur la ligne, ça c'est le P, qui est en travaux, etc. Et qu'il n'y a pas de transport de remplacement. Et je trouve que le gros souci, c'est là. C'est-à-dire qu'il nous faut donner des perspectives. Ça peut être un débat sur la perspective. Il faut que vous puissiez démontrer que l'entreprise est capable de faire, à condition qu'ils mettent des moyens. Et je trouve que ça peut donner envie aux usagers de s'engager dans cette démarche. Aujourd'hui, je pense qu'ils pensent complètement qu'il n'y a rien à faire.
Merci. Alors, le prochain, c'est le monsieur ici. C'est surtout au niveau des usagers qu'il faut dire. Ce qu'a dit le copain sur la saturation de Saint-Lazare, je pense qu'il faut avoir le courage de la vérité, de le dire aux usagers. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'usagers qui sont encore dans l'illusion qu'on peut rajouter des voies comme on veut. Et je pense qu'il faut avoir ce courage de dire ben non, c'est plus possible. Alors, c'est aussi renvoyer aussi cette responsabilité aux politiques, car ce problème, c'est celui aussi de l'urbanisation autour de la ligne A, et c'est aussi celui du tissu économique. Je vais prendre un exemple que je connais bien, puisque j'ai travaillé quand même assez longtemps, c'est celui du site de la Défense. Des milliers de salariés se déplacent d'un bout à l'autre de la région parisienne pour aller sur le site de la Défense. Et ils passent, bien évidemment, par le RER A. C'est vraiment, le site de la Défense, c'est quelque chose qu'il ne faut plus refaire en termes économiques. Il ne faut plus refaire parce que c'est un non-sens au niveau des transports. On voit à quel point c'est saturé. Alors, en plus, il y a des milliers de salariés qui y vont, et il y a aussi des milliers de salariés qui vont y aller, puisqu'on prépare encore des tours, une urbanisation au niveau des bureaux qui vont amener des milliers de salariés encore sur ce site. Sachant la saturation déjà qu'il y a, je vous imaginez un peu ce que ça va être. Et on va en rajouter. Ça amène, moi, c'est la responsabilité des politiques en termes d'urbanisation. Il ne faut plus, je pense, revoir l'urbanisation au niveau de la région parisienne. Et là, ça renvoie au projet du Grand Paris. Parce qu'il me fait peur au niveau du Grand Paris, du projet du Grand Paris, c'est justement qu'on arrive à une hyper-urbanisation autour de quelques centres qui amènent ces problèmes tels qu'on les voit sur la ligne numéro 1. Parce qu'effectivement, on ne pourra jamais rajouter des lignes, de nouvelles lignes sur la ligne A. Mais si on continue d'amener des citoyens autour de la ligne A, c'est plus possible. Pareil pour la Défense, si on continue de rajouter des salariés sur le site de la Défense ou sur la vallée, ce n'est plus possible aussi. Et ça, c'est dans la responsabilité des politiques de dire stop. Il ne faut plus faire ce type d'urbanisation, il ne faut plus faire ce type de tissu social où il y a quelques pôles de salariés, des milliers de salariés, donc le matin et le soir, il y a des transhumances avec les problèmes du conseil le matin et le soir. Il faut arrêter avec ça, et je pense qu'il faut avoir le courage aussi, politique, de le dire, c'est un sujet qu'il faut arrêter. Ça amène aussi le fait que le prix du mètre carré autour des gares de la ligne A sont inabordables, ce qui fait que de nombreux salariés aujourd'hui sont obligés d'aller en Normandie, qu'à la fameuse ligne E qui va aller jusqu'en Normandie. En fin de compte, ça va amener des salariés qui vont habiter en Normandie, c'est-à-dire très loin, pour aller travailler en région parisienne. À mon avis, ça va déplacer le problème. Et moi, ça m'amène, c'est celui de la contribution des employeurs. Car on voit bien avec le site de la Défense que les principaux bénéficiaires de ça, ce sont les employeurs. D'ailleurs, il faut bien boiter aux salariés. Regardez, on vous amène sur un site où il y a le RER A. Vous pourrez être transporté. Je pense qu'il faut mettre en contribution beaucoup plus lourde les employeurs qui ont la responsabilité, qui ont cette responsabilité. Ils usent, je dirais même qu'ils exploitent le tissu ferroviaire pour leurs propres besoins, c'est-à-dire amener de la force de travail sur leur site de production. Donc je pense qu'il y a aussi ce problème de la contribution des employeurs. Et surtout donc, au niveau du Grand Paris, attention de ne pas reproduire ce qui s'est fait dans les années 60-70 avec des pôles tels que la Défense. Ce qui m'inquiète par exemple, c'est le développement du plateau de Saclay-Saint-Quentin. Si Saclay-Saint-Quentin, ça devient la Défense, à mon avis, on va avoir le même problème qu'on a aujourd'hui sur la Défense. Ce qu'on a vu d'ailleurs au moment de la construction de la nouvelle ligne des Sables. Très éloigné, mais avec des lignes de train suffisantes et tout, ce qui au niveau transport était d'une inconscience incroyable. C'est-à-dire que quand on construit, quand on urbanise et quand on construit des centres économiques, on doit penser
aussi au transport avant tout. Et j'ai l'impression qu'on construit des centres de production et de l'urbanisation avant de penser les déplacements. Et je pense qu'il faut intégrer le déplacement pour construire en urbanisant. Et je pense qu'il faut dans ce cas-là, au niveau du Grand Paris, revoir ça, parce que je crains qu'on arrive à des problèmes insurmontables au niveau transport avec une hyper-urbanisation du Grand Paris. Sur quelques pôles d'excellence rencontrés, ça va être fou. Merci. Pendant qu'on amène le micro à Louis-Marie, une observation personnelle, cette intervention pointe, me semble-t-il, des questions qui portent sur l'aménagement du territoire. Et donc, monsieur pose à juste titre la question de la responsabilité des élus dans ces choix. Mais moi, je voudrais quand même tempérer ceci quelque peu. On voit bien là qu'on est confronté à la stratégie des grands groupes, donc à des puissances extraordinaires. Donc les élus, eux, ils sont aussi de ce côté-là soumis à une pression extraordinaire. Et ce qui manque, me semble-t-il, c'est l'intervention des citoyens pour aider les élus, pour les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où, globalement, on exerce une pression, entre guillemets, sur les élus au moment où c'est le bulletin de vote. Et après, chacun reste chez lui en disant « Ah, ils avaient dit, ils n'ont pas fait, ou pas assez. » Donc il me semble qu'il faut qu'on réinvente une forme de démocratie où l'intervention des citoyens est davantage permanente. Voilà. Vas-y, Louis. Ça tombe bien parce que j'allais partir de ça, parce qu'il est exact. Alors, Louis-Marie, comme Pascal, donc, du syndicat Société des cheminots de Nantes, hein, donc, on habite à côté, quoi, hein, c'est pas trop loin. En retraite, mais actif syndicalement. Moi, je voulais revenir un petit peu voilà, sur les promesses qui sont faites. On l'a vu dans la dernière période, et puis on va l'avoir encore dans quelques mois, hein, puisqu'on a encore des échéances électorales. Hein, les promesses électorales, à partir de ceux qui les font. Hein, parce qu'il est vrai, pour ne prendre qu'un exemple, on a entendu beaucoup de choses, et on va en entendre encore, notamment avec EOL. Il y a une réalité, bien évidemment, il y a effectivement un rapport à faire avec le Grand Paris, avec toutes les incertitudes qu'il y a sur ce dossier, sur ce projet. Pardon. Mais en même temps, EOL ne réglera pas tout. Même si peut-être qu'il va aider à saturer, encore pas que, à désaturer le RER A, il est clair que tant qu'on n'aura pas créé les conditions d'infrastructures ferroviaires supplémentaires, on ne réglera pas le problème. Alors bien évidemment, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites à condition, et effectivement ça se fera au dernier moment, puisqu'il y a une réalité, hein, c'est qu'il y a aussi besoin de désengorger la gare de Paris-Saint-Lazare. Hein. Je ne vous dis pas hein, le nombre de trains qui montent à l'heure de pointe à la minute. Hein. C'est quand même considérable. Et les collègues qui travaillent au PRS de Paris-Saint-Lazare, il faut quand même faire des prouesses et bien maîtriser l'outil pour que ça se passe dans de bonnes conditions quand tout va bien. Voilà. Mais bon, là-dessus, il y a des choses qu'on aurait pu faire depuis bien longtemps. Ce que je viens de Nantes, par exemple, des trains montent la Défense, on aurait pu en faire depuis bien longtemps. Il y a des infrastructures ferroviaires, c'est juste à côté de la Défense, et ça aurait certainement coûté beaucoup moins cher, parce que il y a aussi une réalité, c'est que le tunnel de Haussmann-Saint-Lazare jusqu'à la Défense, c'est pas un petit trou quand même, tout au moins à la distance. Et il va falloir quelques années, et donc le projet qui est annoncé, mise en service au plus tôt 2020, il parle de 2020, personnellement, je préfère dire que ce sera au plus tôt 2020, avec toutes les incertitudes qui planent sur ce sujet. Donc vous voyez, en termes d'infrastructure ferroviaire, il y a une quinzaine d'années, si ce n'est pas plus, on parlait de la ligne rapide Normandie-Val de Seine. Donc c'était une ligne nouvelle qui était prévue partir des Beaunes pour ressortir du côté d'Achères, pas loin du triage, et désengorger l'axe qu'on connaît aujourd'hui, qui est plus que la saturation,
Verneuil et Poissy. C'était, bon ça, cette ligne nouvelle, elle était prévue de construite au sud de la ligne existante. Et il y avait matière à faire, puisqu'il y avait la place. Aujourd'hui, ce projet-là, sans dire pour autant qu'il est abandonné, mais il n'est pas à l'ordre du jour. Alors que ça aurait quand même permis de désengorger cet axe ferroviaire comme Mantes-la-Jolie, Poissy. Alors après, il y a la réalité, puisque ça a été aussi évoqué, comment on est confronté à un déplacement de la population. Des populations. Entre ceux qui habitaient en plein cœur des petites couronnes, voire presque limite petite couronne, grande couronne, de par leur volonté d'accéder à la propriété, ou de par évidemment déjà le prix immobilier est quand même très important sur ce secteur-là. Il y en a qui ont fait des choix, dire bon voilà, d'aller habiter plus loin. Et ça s'est vu sur la région nantaise, voire au-delà. Ce qui fait que depuis, j'ai commencé à prendre un peu plus souvent le train à partir de 1998. À partir des trains, à partir de 7h, 7h30, il y avait encore de la place assise, il y a 13-14 ans. Aujourd'hui, ils voyagent debout. Et quand on sait qu'en même temps on a un réseau qui a saturation, on n'a pas d'infrastructure nouvelle de prévu, parce que bon, un Réole, effectivement, il va y avoir des bouleversements en gare de Mantes, mais bon, entre Mantes et le reste, même si on va créer les conditions, voilà, ces trains-là, ils n'iront plus à Saint-Lazare. De toute façon, il est clair qu'il va y avoir un transfert. Ça va se faire au détriment d'autres usagers. On a aussi un autre aspect sur lequel il va falloir qu'on travaille. Si je vais finir, j'en ai fini. C'est sur la fermeture des guichets. Fermeture des guichets, on sait qu'on a une entreprise qui n'est plus sur le concept de réponse aux besoins, mais surtout sur une démarche de réduction des coûts. Et on est confronté à une réalité aujourd'hui. On a un établissement régional, on peut dire que c'est un établissement à taille humaine, qui s'appelle l'établissement Ligne Transilien, LAG. Ligne L-A-G. Aujourd'hui, il y a un nombre important de postes non couverts ou non tenus. Ça représente en gros presque 56 emplois sur l'ensemble de l'établissement qui manquent. Et malgré toutes les interventions possibles imaginables qu'on peut faire au niveau de l'établissement, y compris, on est aussi confronté à quand même une situation où c'est que on a cette direction qui nous écoute de moins en moins. Elle ne connaît que le rapport de force. Et bien ce rapport de force-là, il n'y a pas que les cheminots qui peuvent le créer. Il faut qu'on travaille, puisqu'on parlait de convergence tout à l'heure, usagers, cheminots, population. On a, alors je ne sais pas, avec bien entendu l'objectif de faire reculer la direction d'entreprise sur ces intentions. Parce que je prendrai l'exemple, l'axe Mantes-la-Jolie, Conflans-Sainte-Honorine. Demain, si on laisse faire, les guichets ne seront ouverts que le matin. Alors ça m'étonnerait qu'on n'ait pas ce genre de situation sur l'axe où une carrière s'agit. Vous voyez, avec la fameuse application d'une annexe qui a été signée entre la SNCF et le STIF. Et c'est quelques exemples que je voulais donner pour finir, parce que bon, je pense qu'il y a matière à travailler ces convergences. Et on a commencé cette démarche-là en direction des usagers de la gare de Limay. Rien qu'en l'espace de 2 heures, on a obtenu 150 signatures. Même si, bien évidemment, c'est pas forcément facile, puisqu'il y a quand même aussi une hostilité vis-à-vis des cheminots. Nous, on n'est pas hostile vis-à-vis des usagers, bien au contraire. Et la semaine prochaine, on va avoir la même démarche en direction des usagers de la gare de train. C'est un travail dans la durée, avec l'objectif de contraindre. Alors, on a aussi un autre souci. Sur cette ligne-là, il y a des maires et ils sont pas dans la même obédience politique. Bon, on est aussi confronté à des maires qui ne sont pas forcément
dans une démarche de nous contacter et puis nous prie d'être à nos côtés dans la bataille. J'ai vu. Moi, j'étais un peu. Merci, oui. Donc, je note quand même que les interventions ont tendance à s'allonger. Donc, j'attire votre attention sur la nécessité d'être concis. Et ça tombe bien parce que je vais passer la parole à Daniel Avis, qui, en raison de sa longue pratique syndicale, a l'habitude de synthétiser. Donc, il va nous en faire une brillante démonstration, je n'en doute pas. Oui, deux choses. L'intervenant tout à l'heure qui a parlé des liaisons, des relations entre le monde cheminot et les usagers. Je crois que c'est fondamental. Moi, il me semble que pour la défense du service public, pour la conquête du service public, pour la reconquête du service public, la symbiose entre les usagers et les cheminots est incontournable. Parce que moi, je l'ai vécu. Moi, j'habite sur la ligne de Gisors. Vous savez que quand on travaille dans le commerce à Paris et qu'on habite au-delà de Pontoise, on ne peut pas prendre le train pour rentrer chez soi le soir. Le dernier train qui part de Paris-Saint-Lazare pour aller au-delà de Pontoise, c'est 20h40. Celui qui travaille dans un commerce qui ferme à 19h30 et qui est obligé d'arrêter sa caisse et tout ça, il ne peut pas prendre le train. Il est obligé de prendre sa voiture pour aller à Paris. Ou alors prendre sa voiture pour venir peut-être sur la ligne France Bahuté, tout ça. Vous voyez un peu laquelle. Et moi, j'ai interpellé les maires. J'ai interpellé les maires il y a quelques années, lorsque la situation avait tendance à se dégrader et il y avait des projets de dégradation avec des prétextes multiples. J'ai accompagné le maire de ma commune, j'ai accompagné le maire de la commune d'à côté dans des rendez-vous avec la SNCF parce que les représentants de la SNCF racontaient n'importe quoi. Alors ils sont tombés sur un os parce qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui avait quand même une trentaine d'années de maison et une vingtaine d'années de pratique sur la gare Saint-Lazare. Et alors là, ça fait un peu tout drôle parce qu'ils prétendaient, ils inventaient n'importe quoi, ils dégradaient le service à partir du moment, sur Gisors, à partir du moment où ils avaient ouvert entre Argenteuil et Erlon. Et pendant des années, parce que moi j'ai accompagné le maire de Gisors il y a plus de 20 ans de ça, auprès de la direction de la SNCF à Saint-Lazare, il y a plus de 20 ans, on disait au maire de Gisors, on ne peut pas améliorer, le service parce qu'il y a l'étranglement d'Argenteuil. Il faudrait multiplier les voies par 2, il faudrait passer de 2 à 4 voies. Et lorsqu'ils sont passés de 2 à 4 voies, eh bien, ça a été le prétexte pour dégrader sur Gisors. Vous voyez, je crois que c'est pour ça que moi je m'adresse aux élus, aux élus et aux usagers. On ne peut pas faire les uns sans les autres. Nous ne sommes pas des adversaires. Les cheminots ne sont pas les adversaires des usagers réciproquement. Et je crois que c'est la symbiose entre nous qui fera qu'on défendra et qu'on reconquérera le service public. Parce que le service public, c'est au service du public. Et l'intervenant qui parlait tout à l'heure, je ne connais pas ce monsieur, qui parlait du prix du billet, les 32 € aller de Paris. Alors, c'est valable pour la banlieue, mais c'est valable pour la grande ligne, parce qu'on est tous potentiellement des usagers. Le prix du billet a explosé. Il n'y a plus de tarif au kilomètre nulle part en France. On peut aller de Paris à Toulouse avec un billet et revenir de Toulouse à Paris avec un billet qui coûte le double pour le même kilométrage. Voilà quel degré de dégradation. Et moi, je termine sur la ligne A du RER. La ligne A du RER, lorsqu'il y a 4 ans, ils ont cadencé tous les 10 minutes. La CGT, nous avons proposé, au lieu de mettre tous les 10 minutes avec le tunnel, de poursuivre ce qui se faisait à l'heure de pointe, c'est-à-dire alterner un train sur Saint-Lazare, un train dans le tunnel. Parce qu'il faut savoir que les trains dans le tunnel se suivent toutes les 2 minutes 27 secondes. La moindre portière qui ne se ferme pas, c'est le bordel. Et nos camarades de la RATP, parce que nos camarades de la RATP ont demandé, ils se sont même mis en lutte et en grève pour améliorer les conditions de rebroussement à Boissy-Saint-Léger, parce que les conditions de rebroussement généraient des retards dans l'autre sens.
Lorsqu'on arrivait dans un sens en retard, on partait encore plus en retard dans l'autre sens, alors je ne vous dis pas le bordel. Eh bien ça, alors évidemment, les médias, les experts en peau de lapin qui fréquentent les médias, nous expliquent que si tous des feignants, il est trop payé. Mais sauf que la réalité, c'est que nous avons proposé cette solution-là, et si elle avait été acceptée, je ne dis pas que le RERA ne serait pas saturé, mais les conditions, ça donnait une porte de sortie parce qu'on avait deux possibilités, soit aller sur Saint-Lazare, soit aller dans le Pudet. Et ça, aujourd'hui, c'est la vraie catastrophe. Quand ça se dégrade à 10 h du matin, eh bien, c'est dégradé jusqu'à la fermeture de la ligne le soir. Ça, c'est irrattrapable. Et si on avait écouté les professionnels, et on a eu le soutien d'élus, il y a eu des pétitions qui ont circulé là sur la région de Montesson, Maison Lafitte, etc. Et on a eu notre démarche était soutenue par le maire de Maison Lafitte, qui n'est pas un ami des cheminots particulièrement. Et oui. Il n'est pas un grand monde d'ailleurs. Merci d'avoir fait l'effort et les travaux. Je vais être très court. D'abord pour essayer de répondre à une ou deux questions. Et deuxièmement, de vous poser une question. Il y a un intervenant qui a dit les prix, les tarifs, c'est cher. Oui. D'autant plus que l'État a supprimé les tarifs sociaux, d'une part. Que deuxièmement, la direction SNCF, qui joue dans la cour du libéralisme, fait comme le low cost aérien. Vous prenez, vous payez 6 mois avant, vous allez payer un peu moins cher, 3 mois avant, un peu moins, et puis la veille, vous allez payer plein pot. Ça, pour nous, c'est pas du service public. Mais ça a double enjeu. C'est pas seulement pour embrouiller les usagers, c'est pour vous préparer à la concurrence. Et je vais y revenir, ce serait ma question. Un autre intervenant disait pas assez d'informations en période soit de grève, soit de problème, etc. Il faudrait. Oui. Je ne vais pas vous dire qu'on n'est pas assez, en tout cas pas assez à la CGT, pour pouvoir être partout et intervenir le plus efficacement possible. Et les militants sont comme les autres salariés. S'ils sont de 7h à 8h, de 8h30 en gare, après ils vont au boulot, ils essayent d'en faire le soir, etc. Et puis, on n'est pas beaucoup aidé par les médias. Il faut se le dire aussi, parce que quand il y a un problème à la SNCF, le président Pépi, il explique, et comme le disait le camarade qui vient d'intervenir, en racontant tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, mais nous, on ne donne pas beaucoup de temps d'intervention pour s'expliquer. Deux choses, moi j'ai deux questions. On a subi les services publics en général, mais les transports en particulier, une loi sur le service minimum. Moi, il y a des usagers là dans la salle. J'aimerais savoir ce que ça leur a apporté, cette loi sur le service minimum. Qu'est-ce que ça a fait qu'aujourd'hui, c'est mieux pour vous? Je mets en parallèle les 2 jours de grève qu'il y a eu dans l'année 2012 et les travaux. Où là, on ne vous a pas demandé votre avis, si vous étiez d'accord ou pas pour fermer les lignes. Là, le service minimum, il est plus que minimum parce que de toute façon, c'est fermé. Donc, voilà. Alors, je fais un petit peu de provocation parce que ça me paraît important. Il y avait 75% de la population qui était pour le service minimum. Je ne sais pas si on aurait posé simplement la question aux usagers de la SNCF qui connaissent bien. Je ne sais pas s'ils auraient eu le même taux. Ceci étant, c'est comme ça. Donc, je vous pose la question qui va tout de suite derrière. Qu'est-ce que vous pensez d'une arrivée probable de la concurrence telle que le veulent les libéraux européens? Je ne veux pas faire le parallèle avec ce qui s'est passé à EDF-GDF, mais il me semble bien que les prix du gaz ont augmenté de 60%. Et qu'est-ce que ça peut vous apporter, notamment en matière de régularité, de sûreté et de tarifs? Merci Pascal. Merci Monsieur Fontaine.
matériel roulant, parce que sur le choix de embarquer par rapport à Alstom. Et aussi, concernant la fermeture de gare, parce que bon, c'est un impact effectivement. Et aussi, j'ai une nouvelle question à vous poser, parce que souvent, les lignes secondaires sont bouclées, ou alors il y a des correspondances, dont les usagers, on fixe, on donne un service régulier au TGV, et souvent les gens pour les correspondances ont juste le temps de prendre les trains. Alors, ça c'est quand même quelque chose d'embêtant, il y a de moins en moins de trains sur les lignes secondaires, que ce soit en région parisienne, arrivés à une certaine distance, ou en province. Et bon, il y a des boucles, les lignes ferroviaires. Alors, je pense qu'en parlant de Saint-Lazare, en parlant de TGV, je pense que c'est pas forcément une bonne solution. Parce qu'on a quand même, autrefois, avec des motrices, quand on faisait la Charot, avec des motrices nouvelles comme on va le payer, parce que ça va être encore au détriment des lignes secondaires, que ce soit province, parce que je parle de Paris à province, mais si c'est de province à province, il y a de gros problèmes. Et ça, c'est grave, ce qui se passe. Alors, est-ce que ça serait pas aussi une erreur de placer le TGV à toutes les sauces? Et en même temps, je voulais aussi ajouter, bon, je suis un peu long, il y a dans certains cas de figure en province, il y a des cartes SNCF, et dont le nombre n'est pas suffisant et ne correspond pas toujours aux horaires des trains. Parce que quand vous n'avez pas de voiture, bon, mettons que vous soyez sur place, donc il y a un train, ok, mais ceux qui sont obligés de prendre le car pour se rendre à une gare, eh ben, il n'y a pas assez de trains, de gares en journée pour aller prendre le train, aussi bien en aller qu'en retour. Et moi, je vois en région centre, il y a de gros soucis à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il serait possible aussi, parce que bon, le bus, des fois, on n'a pas le choix, hein, quand il n'y a pas de train, on ne peut pas en mettre à 10 km non plus. Donc, il faudrait qu'il y ait un service régulier de gare par rapport au nombre de trains, de manière à ce que les gens puissent être étornés et ramenés chez eux. Quoi. Parce qu'en même temps, au niveau social pour le travail, et ainsi que même pour la vie, pour après les gens qui veulent se divertir un petit peu, qui veulent aller au cinéma, bah, les gens ils se voteraient dans leur coin, même dans les petites villes. S'il n'y a pas ça, ils ne peuvent pas bouger. Et même pour les vacances, c'est quelque chose d'important. Et ça, et je vous dis, ça tue les villages à tout niveau. Hein. Voilà. Excusez-moi d'avoir un peu remis tout ça sur le papier, mais bon, c'est quelque chose d'important quand même. Merci. Merci. Prochain, c'est Jean-Claude. Qui va être bref. Oui, moi aussi, je trouve que cette initiative est extrêmement intéressante. Mais moi, je pense qu'il y a une réunion là, mais dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les salariés de la SNCF, mais aussi les usagers? Dans quel état d'esprit? Parce que l'offensive idéologique de l'ultralibéralisme aujourd'hui, il y a une telle bataille idéologique à un tel niveau de courage de crâne sur les questions de déficit, sur les questions de la dette. Et ça, je crois que ça, si on met pas la bataille idéologique au même niveau, on risque d'avoir des défis. Parce que moi aussi, je suis avec des salariés de la SNCF, et je vois bien qu'ils ne sont pas en dehors de la société. Les usagers, moi je vois des usagers qui gueulent parce qu'ils ont loupé leur train ou le train n'arrive pas. Mais en même temps, ils disent oui, il y a des déficits. Et puis, ben, il faut se serrer la ceinture parce que là, c'est la crise. C'est toute la bataille idéologique. Donc il y a des contradictions dans les deux. Et donc, je crois qu'il va bien falloir un jour que, parce que moi je pense que les cheminots au sol ne régleront pas la problème du service public, mais comme un DDF. Il y a quelques jours ici, on était une réunion défense de l'hôpital public Saint-Germain-Poissy. C'est même problématique. Hein. Mais on voit bien sur quoi on agit. À mon avis, il ne suffira pas de dire aux gens réunissez-vous, ça ne va pas, les trains n'arrivent plus à l'heure. Il va falloir mener la bataille idéologique et montrer pourquoi on en est là et comment on peut entendre, c'est-à-dire l'alternative. Et moi, je pense que si on ne travaille pas ça, moi je travaille chez Peugeot, je suis retraité de Peugeot, je suis toujours syndicaliste de Peugeot. Alors le NEC va fermer, sur 3500 salariés, 250 sont dans l'action.
Chacun dans son coin, on perdra tout. C'est ensemble. Jean-Claude, madame ici devant Gilles. Oui, je voulais juste une petite remarque par rapport. Vous avez parlé des contrôleurs. C'est pas que je suis bien, c'est qu'en général, quand on les voit venir, si on est en règle, ça se passe bien. Mais je pense qu'il y a un aspect aussi de la sécurité. Quand on est en train de très tard le soir, moi j'étais rassuré des voir, pas pour mon billet, mais pour. Ça fait partie aussi de la sécurité, comme les guichets. Et justement, au niveau des guichets, j'ai travaillé 2 ans. Moi j'étais étudiante pour payer mes études. Et justement, il y avait ce débat déjà, il y avait les machines, et nous on était bien contents au guichet pour venir les clients, parce que ça nous garantissait l'emploi. Et c'est la question aussi qui se pose. Moi je travaille aujourd'hui à la mairie, on a souvent des appels, des gens qui disent qu'est-ce qu'il fait le maire, comment ça se fait qu'il a laissé le guichet fermé. On a ces appels-là parce que les gens ne comprennent pas, ils font un lien très souvent, c'est là où l'information est importante. Moi j'étais dépassé à l'idée d'expliquer à ces personnes que le maire n'avait rien à voir avec la SNCF. Il y a cette incompréhension. Et c'est vrai que la notion du guichet, c'est tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est effectivement évidemment le billet pour. Mais il y a ces machines aussi, la moitié des gens, les premières fois, les totalités, elles changent tous les 6 mois, on ne sait pas sur quel bouton il faut appuyer, et on va rater le train. Ou alors on n'a pas la monnaie, on a mis le billet à l'envers, c'est pas facile. Alors, on n'est pas contre la modernité, mais c'est vrai que ça pose des problèmes aussi. Puis je pense que les valeurs que l'on défend aussi, c'est le service public avec les valeurs de l'humain d'abord. Je pense aux personnes âgées, aux étrangers. On en avait beaucoup quand je travaillais à SNCF, il y avait pas mal d'étrangers. C'était nettement plus facile de vendre un billet et d'aller plus vite. Je passe à un autre sujet qui rejoint un petit peu ce que vient de dire Jean-Claude. C'est effectivement comment intervenir, nous usagers, nous habitants d'une commune où on a l'utilité régulièrement ou non de prendre le train. L'idée qui a été lancée par le maire, il est parti, donc il ne peut pas en parler, mais on est en train de réfléchir à l'idée de lancer un collectif des usagers du RERA. Et on voit que ça ne bouge pas, et que le maire et ses élus sont régulièrement interpellés en disant voilà, c'est pas possible, on n'en peut plus, monsieur le maire, on peut faire quelque chose, et c'est individuellement. Donc l'idée, on va essayer de mobiliser les gens pour qu'ils viennent voir si on démarre un collectif. Simplement, la question va se poser pour la même raison. Viendront un petit peu ceux qui ont un petit peu l'habitude du combat, mais c'est vrai que ça va être difficile. Et les explications, elles sont multiples. On le voit, ça va avoir affaire à tout, aux horaires, aux tarifs, au retard. Et j'imagine dans quel état vous êtes, parce que c'est vous les premiers confrontés à cela. Et c'est vrai que bon, je pense qu'on aura besoin là aussi de travailler ensemble à ce moment-là et qu'on ait une réflexion commune, comment faire pour faire venir déjà les gens et essayer de mobiliser là-dessus. Bien sûr, ça ne va pas tout régler, mais ça se passe aussi pour des actions collectives et voir s'il y a des collectifs qui existent déjà, si on peut effectivement réfléchir comment on peut intervenir. La question tout à l'heure aussi m'a interrogé sur le fait qu'effectivement, si on ne peut pas améliorer, dans ce cas-là, il vaut mieux pas créer de collectif, puisque de toute façon, c'est saturé, il n'y aura plus de poids. La question, elle est là. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Et si nous, déjà, on a du mal, je crois qu'il faudrait qu'on réaffine nos réflexions pour pouvoir, justement, par la suite, interpeller les usagers l'emploi. Merci. Donc, moi j'ai cru comprendre les différentes interventions que les cheminots étaient très demandeurs. J'apprends que la mairie d'Achères est également demandeuse. Donc il ne reste plus qu'à trouver des usagers qui vont s'en occuper. Donc ça ne devrait pas être un problème. Le prochain, c'est Cédric. Petit personnel est plus failli. Bonsoir, je suis cheminot du matériel. Donc quelques petites réponses sur l'histoire de l'appel d'offres. Concrètement, au niveau des instances
instances nationales, on a interpellé l'entreprise sur le pourquoi du comment de ce choix-là. Parce que nous, on ne comprend pas quand on a une politique aujourd'hui en France et un gouvernement qui, en plus de dire qu'en France, il faut relancer l'industrie française, ce choix-là, on ne comprend pas. Et nous, les réponses qu'ils nous apportent, c'est la libre concurrence et les fausses. Voilà ce qu'ils nous apportent. Ils ont fait les appels d'offres. Et les appels d'offres ont fait qu'ils ont choisi Bombardier. Voilà leur seule réponse qui nous apporte. Voilà. Donc ça, c'est une fausse réponse. C'était quand même une entreprise nationalisée et dont l'État s'est débarrassé et qu'elle était rentable. Et comme on voit comme Péchinet, des entreprises comme Péchinet et la sidérurgie et la métallurgie française, ils ont tout nettoyé au détriment. Les Allemands, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas été si bêtes que ça, ils ont gardé leur sidérurgie, leur métallurgie. Tout ça pour la rentabilité, les banques, c'était nationalisé en partie. Hein. On avait le contrôle, tout ça, ça a fait chuter. Donc là-dessus, c'est clair. Et pourquoi cette politique de aujourd'hui, cette politique de désindustrialisation de notre pays, c'est clair qu'aujourd'hui, les entreprises d'État, les entreprises les services publics devraient apporter cette politique d'industrialisation de notre pays. Et aujourd'hui, on voit qu'avec ce choix politique qui a été fait, ils font l'inverse. Ils font l'inverse. C'est faux. Là, je m'inscris en faux contre ça. Il faut savoir que chose qui n'a pas été reprise ni par la direction de la SNCF, ni par les médias, Bombardier, l'usine est en France. C'est l'ancienne usine ANF de Blanc-Misseron qui construit le matériel qui circule aujourd'hui ici. Alors qu'on ne nous raconte pas, Bombardier, c'est les Canadiens. Les capitaux sont peut-être canadiens, mais l'usine est à Blanc-Misseron. C'est l'usine qui a fabriqué les turbotrains qui faisaient Paris. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'est pas Alstom, qui n'est pas. Peut-être que le construction, oui, les constructions sont en France. Les ouvriers, les ingénieurs qui fabriquent, qui produisent le matériel sont à Blanc. Toujours sur la question du profit, le profit va où on réinvestit, comment on relance une production, comment on relance des entreprises, comment on réinvestit en France. Et c'est pas en allant chercher des entreprises qui sont à l'étranger. Voilà. Donc, rapidement, sur les collectifs d'usagers. Oui, la CGT, nous on est prêts à venir, on est prêts à, si on nous invite, on est prêts à débattre, on est prêts à répondre à ces attentes pour remonter ces convergences, pour savoir comment on intervient. Il y a eu des pistes que quelques camarades ont dit sur comment on peut intervenir, comment on peut avancer sur la fiabilisation du matériel déjà. Quand on voit que dans les ateliers, on réduit les effectifs, on augmente la productivité, la boîte ne se donne pas les moyens de faire de la maintenance de qualité. Donc derrière, la fiabilité, elle est réduite. Et ça, aujourd'hui, il faut le savoir. Les copains qui travaillent dans les ateliers de maintenance n'ont pas tous les moyens de faire une maintenance de qualité, comme on devrait le faire en tant que service public, pour répondre aux besoins des usagers. Sur les contrôleurs, la problématique, c'est qu'on a des effectifs à flux tendu. On a des postes qui ne sont pas couverts. Les contrôleurs, aujourd'hui, se font agresser parce que les brigades ne sont pas assez nombreuses. Parce que les copains de la surveillance générale ne peuvent pas se déployer sur les trains pour accompagner les contrôleurs. Et là, on est sur un thème de fond. Oui, nous, on veut des contrôleurs, on veut des agents de la sûreté pour rassurer les usagers, pour avoir des cheminots dans les trains, pour pouvoir répondre, pour pouvoir les accompagner. Et sauf qu'aujourd'hui, ce débat-là, oui, il faut l'avoir. Et comment on le gagnera, et comment on avancera, c'est l'emploi. Il faut qu'on ait ce débat-là pour avancer. Et c'est cet emploi, si demain on arrive à avancer sur l'emploi, ben oui, nous, pour la CGT, on aura du personnel dans les trains qui pourra accompagner les usagers, qui pourra rassurer les usagers. Est-ce que j'entends cette question-là? Oui. Quand on a des contrôleurs qui passent, quand on a la surveillance générale qui passe, ça rassure. Sauf que pour ça, c'est le nerf de la guerre. Il faut des effectifs en conséquence pour faire du service public de qualité. Merci Cédric. Donc avant de passer, ça juste ici le micro,
vous invite juste à ne pas couper la parole aux intervenants. Si vous le souhaitez, vous levez la main, vous revenez autant de fois que possible, parce que sinon, s'il y en a 3 ou 4 qui parlent tout le temps, plus personne n'y comprend rien, donc ça ne sert plus à grand-chose. Moi, je serais très rapide parce que Martine Hernandez a fait le boulot. C'est que, en fait, l'idée, c'est effectivement de créer un collectif d'usagers parce qu'il faut que les usagers se prennent en main. Il faut rompre avec le fatalisme, avec ce sentiment qu'il n'y a pas de possibilité. Alors oui, c'est sûr qu'il ne faut pas faire rêver parce que les contraintes matérielles, on l'a dit déjà, sont importantes. Mais l'idée, c'est quand même de faire ça, que les usagers fassent savoir qu'ils veulent une autre logique au niveau du développement économique. Donc la logique libérale, il faut expliquer clairement qu'on n'en veut pas et que tout ne se base pas sur le pognon. Voilà, il faut quand même au moins permettre aux usagers de l'exprimer, cela. C'était donc l'idée de ce collectif, puisque le maire aussi, lui, se déplace, il va voir M. Pépi, il va voir le Steve, etc., mais dans son coin aussi, il est isolé. Donc il faut se regrouper, ce collectif sera l'occasion de nous regrouper avec les cheminots et donc nos politiques avec les usagers, et donc ça commencera, je ne sais pas encore quand, mais il y aura souvent une réunion de fête dans les semaines qui viennent. Voilà, j'ai été très rapide. Avant de passer la parole au fond, on n'a pas assez de livres, je crois. Pascal d'abord. Oui, 2 secondes par rapport à la proposition qui est faite, qui me paraît plus qu'intéressante. Effectivement, collectif d'usagers, et après, vous verrez comment travailler en symbiose avec les syndicats de cheminots, mais aussi l'union départementale qui a sûrement aussi des choses à dire par rapport aux salariés des sites de la région, avec les élus.